Bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus à cette réunion au cours de laquelle nous allons présenter les résultats semestriels de l'exercice 2025-2026 de Wavestone. Nous sommes 4 pour animer la réunion de ce matin. Carsten Oppner, directeur général délégué de Wavestone, Laurence Toupy, directeur financier, Eva Rosilio, directrice commerciale IA au sein de Wavestone, et moi-même, Pascal Imbert, cofondateur et président directeur général de la société. Il y a à peu près la moitié de Wavestone qui est présent ce matin, donc je vais juste présenter quelques personnes, notamment pour que vous puissiez les interroger au cours du cocktail, pendant que Carsten et moi pourrons donc mobiliser le buffet. Je vous prierai donc de bien vouloir occuper Florence Noisé, qui est BU Leader IA au sein de Wavestone et membre de l'Excom de Wavestone. Guylain de Pierrefeu, qui est partenaire toujours en matière d'intelligence artificielle. Julien Floch, associé de partner intelligence artificielle, qui sont donc présents au premier rang de cette assemblée. Ils prendront part à la séance de questions-réponses si on a des questions pointues sur le sujet de l'IA. Je vous signale aussi la présence de cette assemblée de Florence Didier-Noireau, administratrice référente de Wavestone, qui a décidé de porter un œil plus aiguisé sur la communication financière de Wavestone. Donc elle vient surveiller ce qu'on raconte pendant les réunions de présentation des résultats. Il y a plusieurs autres membres du conseil d'administration de la société. Michel Dancoine, qui est cofondateur de Wavestone, et Benoît Darde, qui est appelé d'ici quelques mois à devenir directeur général délégué de Wavestone aux côtés de Carsten. Enfin, j'ai surtout le très grand plaisir de vous signaler la présence dans cette assemblée de Patrick Irigoyen, directeur général délégué de Wavestone aux côtés de Carsten, qui a repris ses fonctions depuis le mois d'octobre, après être resté éloigné de nous pendant plusieurs mois pour des raisons de santé obscures, qui sont certainement liées au fait qu'il est un peu hypocondriaque, et donc ça l'a tenu éloigné. Patrick, maintenant reprends-toi. Pour introduire cette réunion, un rapide rappel de notre fiche d'identité. Wavestone est un cabinet de conseil international qui intervient notamment dans 5 géographies clés, la France, l'Allemagne, la Suisse, le Royaume-Uni et l'Amérique du Nord. Wavestone accompagne des grandes entreprises dans leurs transformations les plus profondes et les plus stratégiques. Le cabinet réalise 950 millions d'euros de chiffre d'affaires, compte 6 000 consultants et est présent au total dans 17 pays. Wavestone dispose d'expertise permettant d'adresser les transformations de ses clients sous toutes leurs facettes, qu'il s'agisse de mettre à leur service des expertises sectorielles liées aux métiers, aux différents métiers des industries que nous couvrons, des expertises en matière de développement durable et surtout des expertises sur les technologies qui sont en train de transformer le monde, qu'il s'agisse d'IT, de digital, de cybersécurité et bien sûr d'intelligence artificielle. Wavestone est un acteur qui a ses spécificités sur le marché du conseil. Tout d'abord, Wavestone, c'est un cabinet d'origine européenne qui trouve ses racines en France et en Allemagne, à la différence de nos grands rivaux mondiaux qui sont tous d'origine anglo-saxonne. Wavestone est par ailleurs un cabinet de conseil indépendant, centré sur le conseil et non sur l'intégration de systèmes ou l'outsourcing, ce qui garantit le fait que nous sommes focalisés sur le fait de procurer les conseils les plus pertinents, les plus indépendants à nos clients. Ça garantit donc l'impartialité de nos recommandations, à la différence de certains de nos concurrents, comme Accenture par exemple. Et enfin, à l'opposé des partnerships, Wavestone est de longue date une entreprise cotée, une entreprise de croissance, une entreprise répondant aux standards les plus élevés en matière de transparence, gouvernance et éthique. J'ai dit enfin, je veux encore rajouter un dernier point qui est que finalement la marque de fabrique de Wavestone depuis sa création, c'est le fait que nous avons toujours cherché à nous positionner au croisement du cœur de métier de nos clients et de la technologie, parce que la technologie a un impact déterminant sur l'évolution des business models de nos clients. Ce positionnement, il vient de notre histoire profondément ancrée dans la technologie, un héritage que nous n'avons jamais cessé de cultiver depuis de nombreuses années tout au cours de notre développement.
Wavestone, ce n'est pas un acteur géant dans le domaine du conseil. Nous faisons face à des concurrents donc anglo-saxons qui sont beaucoup plus étendus que nous, mais nous avons un atout précieux, une différenciation par rapport à nos concurrents, qui est que nous sommes un cabinet complètement intégré, au sein duquel les collaborations entre géographies, entre les différentes business units qui couvrent des disciplines différentes, ces coopérations s'opèrent totalement sans couture. Notre quotidien, c'est de constituer des équipes projets pluridisciplinaires, internationales, qui sont capables d'accompagner de manière complètement fluide les projets de transformation de nos clients, à l'opposé du fonctionnement parfois un petit peu siloté qui caractérise les traditionnels partnerships. Donc Wavestone, c'est vraiment un cabinet de conseil formidable. Je vous propose maintenant de revenir sur les faits marquants du semestre et je vais laisser ce soin à Carsten qui, si vous en êtes d'accord, va s'exprimer en anglais. Thank you very much, Pascal. Voilà. Good morning, everybody. Happy seeing you here at these nice rooms. Let's take a look at our activity highlights for the first half of our fiscal year 2025-26. Our consolidated H1 revenue was stable compared to last year, and it stood at 458.1 million euros. On an organic basis, it decreases slightly by 0.5%, while the working day impact was unfavorable at 0.9%, and this gives us a very small economic growth of 0.4%. If we continue to go to our operational indicators for the first half of the fiscal year, we can say that although the utilization rate slightly increased from the first to the second quarter, it was still under pressure throughout the first half of the year, standing at 71%, compared with 73% over the previous fiscal year. At mid-year, the average daily rate stayed strong at 939 euros. It remained stable compared with the previous fiscal year, despite the strong competition that we had in all markets. At constant scope and forex basis, the average daily rate increased by 1% compared to last year. Regarding business development, the order book stood at 3.6 months of work at the end of September, compared with 4.2 months at the end of March 25. It remains close to its position in September 30th, 2024, where it amounted to 3.7 months. So it's a very normal, regular order book, I would say. About human resources. At the end of September, the staff turnover rate was 13% at a rolling 12-month basis, compared with 12% at the end of March 2025. Wavestone had 6,042 employees at the end of September, compared with 6,076 employees 6 months earlier. This includes 98 employees from Vivu. This moderate decline of staff and headcount is in line with usual seasonality. So, I said 98 employees from Vivu. So let's take a look at Vivu. The combination took place at the end of May of this year. And as a reminder, Vivu is a leading player in product management consulting, bringing deep expertise in supporting digital and e-commerce departments to design and launch digital, data, and AI products. Vivu generated 11.5 million revenue in 2024 and had an adjusted EBITDA margin of 7%. And Wavestone has been consolidating Vivu since the 1st of June 2025. This combination has significantly strengthened Wavestone's footprint among major B2C clients. Wavestone's positioning in product management and AI data has been enhanced by Vivu's specialized capabilities, while Vivu's client portfolio has been opened to the master service agreements and all the contacts that Wavestone could bring into the partnership. Synergies are building up rapidly. Strong connections have been established between sales and consulting teams, enabling the winning of joint projects that neither firm could have won alone. Vivu is now focusing on robust recruitment to secure further growth in the next fiscal year. Together, Wavestone and Vivu are accelerating growth with the digital activities of large clients and positioning Wavestone as a key player
in the field of digital products. Now, let's take a look at this slide, which shows a breakdown of our revenue on September 30th, 2025 by business sector and geography, and a list of the firm's top 20 clients. As you can see, our sectorial exposure has slightly changed since the end of March 2025. These changes are consistent with the observations that we've made throughout the year. Transportation, travel, and logistics shows a mixed picture. Some accounts are growing, while others are declining. Overall, its revenue share drops slightly from 15% to 14%. The banking sector represents challenges to Wavestone. Some of our clients are reducing their project budgets and are postponing new projects. This is also reflected in the revenue share dropping from 16% to 15%. Automotive remains difficult, while some industry accounts, specifically in life science, are growing. And this positive trend resulted in an increase of 15% revenue share of our automotive and industry sector. Insurance remains stable. It increasingly benefits from the combination of Cuperia and Wavestone and the core insurance skills that Cuperia could bring into the partnership. So it stayed stable in terms of share. And the energy sector is the most dynamic sector, and it became our largest sector now. It represents 19% of our revenue compared to 17% at the end of March. The geographic distribution of our revenues has not changed significantly. It reflects our ongoing internationalization, as no more than half of the revenue is generated in a single geography. And looking at our top 20 clients, we can see that they are representative of Wavestone's overall portfolio. Major accounts with a good distribution across our major economic sectors. Merci Carsten. Je vous propose maintenant de regarder donc nos résultats financiers pour le premier semestre 2025-2026, en soulignant d'abord, en fait, comme l'a rappelé Carsten, que Wavestone consolide la société Weavoo depuis le 1er juin 2025. Et comme vous venez de le voir également, Carsten, le chiffre d'affaires de Wavestone sur le périmètre total a été stable sur le premier semestre. En termes de rentabilité, le cabinet a réalisé un résultat opérationnel récurrent de 47,1 millions d'euros en progression de 1%. La marge opérationnelle récurrente s'est ainsi établie à 10,3% contre 10,1% un an plus tôt. Il est à noter que ce résultat inclut 4,2 millions d'euros de paiement en actions aux salariés contre 3,1 millions d'euros un an plus tôt. Pour rappel, la rentabilité du premier semestre 2024-2025 avait été impactée par les coûts liés au programme d'intégration entre Wavestone et Cuperia, notamment l'événement Together as One. Ceci explique une partie de la baisse des charges externes constatée ce semestre. Vous noterez également la baisse des charges de sous-traitance, conforme aux orientations du groupe. Partant du résultat opérationnel récurrent et après prise en compte de l'amortissement de la relation clientèle de Cuperia, lequel s'établit à 3,6 millions d'euros, et des autres produits et charges opérationnelles d'un montant de 0,7 millions d'euros, le résultat opérationnel s'est établi à 42,8 millions d'euros, en progression de 3%. Le coût de l'endettement financier net a été réduit à 0,6 millions d'euros contre 1,6 million d'euros un an plus tôt, du fait notamment de la réduction de la dette bancaire. Les autres charges financières ont par ailleurs baissé de 0,4 millions d'euros. La charge d'impôt s'élève à 10,5 millions d'euros, en baisse de 4% par rapport au premier semestre 2024-2025. Finalement, le résultat net part du groupe ressort à 30,3 millions d'euros, en progression de 11% par rapport à la même période de l'exercice précédent. La marge nette est ainsi de 6,6% contre 6% un an plus tôt. Le résultat par action s'établit à 1,24 € contre 1,11 € au premier semestre de l'année dernière. Je vous propose maintenant de regarder notre tableau de flux de trésorerie. Au 30 septembre 2025, Wavestone a dégagé une capacité d'autofinancement de 55,2 millions d'euros contre 54,3 millions d'euros à la même période de l'an dernier. Le paiement des impôts s'est élevé à 10,4 millions d'euros. Les variations des créances et dettes commerciales ont généré 7,5 millions d'euros de trésorerie
contre une consommation de trésorerie de 1 million d'euros un an plus tôt. Cela correspond notamment à une légère réduction du DSO de 2%. Les variations des autres éléments du BFR ont consommé 30,5 millions d'euros de trésorerie au premier semestre, contre 28,8 millions d'euros un an plus tôt. Cette évolution reflète la baisse habituelle des dettes sociales au cours du premier semestre, liée aux congés payés, au paiement des bonus et à la participation des salariés aux résultats en France. Finalement, Wavestone a dégagé un cash flow opérationnel de 21,8 millions d'euros, contre 2,5 millions d'euros un an plus tôt. Les opérations d'investissement ont consommé 12 millions d'euros, dont 10,6 millions d'euros liés à l'acquisition de Weevoo. Les flux de financement ont consommé 55,6 millions d'euros. Ils sont notamment constitués de 11,5 millions d'euros de dividendes versés aux actionnaires et de 4,8 millions d'euros de remboursement de dettes locatives. Nous avons par ailleurs procédé au remboursement anticipé d'une partie de nos dettes bancaires à hauteur de moins 37,7 millions d'euros. Sur le bilan, vous pouvez voir sur la droite de ce slide que les fonds propres de Wavestone progressaient à 645,4 millions d'euros au 30 septembre 2025. La trésorerie nette, hors dette locative IFRS 16, s'établissait à 18 millions d'euros contre 25,6 millions d'euros 6 mois plus tôt. Concernant le capital de Wavestone, le capital de Wavestone n'a pas évolué en fait, depuis le 31 mars en fait, 2025. Les actionnaires majoritaires disposent d'un peu plus de 60% du capital. Les collaborateurs de Wavestone détiennent quant à eux un peu moins de 10%. Le flottant est ainsi légèrement inférieur à 30%, dont environ 85% sont détenus par des fonds institutionnels et 15% par des actionnaires individuels. La dilution potentielle du titre est nulle, puisque nous avons découvert l'intégralité de nos plans d'attribution gratuite d'actions par des actions autodétenues. Pour conclure cette partie financière, ce slide présente l'évolution de l'action Wavestone sur les 2 dernières années. Vous pouvez noter que depuis le 1er janvier 2025, l'action Wavestone a progressé de 16%, contre 10% pour l'index CAC Mid & Small. J'ai le plaisir maintenant de laisser la parole à Eva, qui va vous parler évidemment d'intelligence artificielle. Merci Laurent. Donc c'est le moment de parler de notre business IA et je vous propose de commencer par vous en dire un petit peu plus sur là où en sont nos clients sur l'intelligence artificielle. Et sans vouloir vous spoiler la suite de cette présentation, l'intelligence artificielle est une priorité pour nos clients. Et je vous propose de vous l'illustrer avec quelques chiffres issus de notre Global AI Survey publié il y a quelques semaines. Et je crois qu'elle a été ajoutée à votre bouclette. Les premiers chiffres sont sans appel. On voit que 70% de nos clients ont aujourd'hui intégré l'IA dans leur stratégie business, et c'est une part importante, et 99%, donc quasiment tous, ont déployé des solutions IA. Même s'il est compliqué pour tous d'avoir une tangibilisation très claire de la valeur, on voit que 46% n'ont pas encore mis en place un framework de mesure de la valeur. Le deuxième point important est que tous nos clients qui investissent dans l'IA se rendent compte qu'il n'y aura pas de passage à l'échelle sans un investissement conséquent dans les fondations technologiques. Et quand on parle de fondations technologiques, on peut parler de sujets qui sont adressés depuis un moment, comme par exemple la partie qualité des données, mais également la mise en place de nouvelles plateformes technologiques. Et le dernier point est que l'agentique n'est pas seulement un buzz, c'est un environnement qui prend de plus en plus de place chez nos clients, avec 76% de nos clients qui ont déployé un agent probablement sur des bouts de processus et 10% les plus matures qui s'apprêtent à déployer des agents autonomes sur l'intégralité de processus. C'est un intérêt qui se retrouve dans un autre chiffre clé qui est la part des budgets IT dédiés à l'intelligence artificielle. Et on voit qu'en moyenne, cela représente 13% des budgets IT. C'est conséquent, et pour 14%, on va même dépasser les 20%. Il y a bien sûr quelques spécificités, à la fois géographiques, avec les entreprises aux États-Unis et à Singapour qui sont leaders dans les investissements, et quelques spécificités plutôt sectorielles, avec quelques leaders à la pointe, les services financiers, l'énergie et les TMT.
Ils investissent beaucoup car aujourd'hui, la valeur est constatée. Avec deux éléments clés. Un premier qui est que 99%, donc de nouveau quasiment tous, constatent des gains de temps liés à l'intelligence artificielle et 32% de la valeur business directe comme l'amélioration de la satisfaction client ou des revenus directs. C'est dans ce contexte assez peu surprenant de voir que les deux fonctions qui s'apprêtent à être le plus transformées par l'IA sont l'IT, en incluant la cybersécurité, sur lequel on va faire plus avec moins, et on le voit dès aujourd'hui avec l'IA qui percute les développements informatiques, qui automatise la détection et d'autres activités comme le testing. Et de l'autre côté, les services clients, les sales, les ventes et le marketing, qui, par l'hyper-personnalisation, par l'automatisation ou l'amélioration de certaines analyses prédictives et aussi plus directement la satisfaction client, vont générer des gains de time to market et de la valeur business plus directement. Tirer toute la valeur de l'IA ne se fait pas sans un certain nombre de challenges pour nos clients. Et nous, Wavestone, nous nous positionnons comme ceux qui allons les accompagner à affronter ces défis. Et nos accompagnements sont de 3 ordres. Une première partie plutôt autour des fondations, comme on l'a expliqué, hyper importante pour pouvoir passer à l'échelle. Un deuxième volet autour de tirer le plus de valeur de l'IA et s'organiser. Et un dernier volet sur le fait d'entrer dans l'ère de l'agentique et transformer son business. Et pour être plus précise, quand on parle de construire les fondations, nous les aidons du design au déploiement en passant par l'architecture et les frameworks. Lorsque nous les aidons à cibler la bonne valeur et à se réorganiser, nous les aidons à repenser leur stratégie, évaluer des business cases, revoir leur operating model et bien sûr identifier quel est le bon écosystème technologique principalement, parce que les petits et les gros bougent beaucoup dans ce domaine et c'est essentiel pour nos clients que nous les éclairons sur ces sujets. Et pour entrer dans l'ère de l'agentique et se transformer en profondeur, nous allons nous attaquer au processus métier, au déploiement et au développement d'agents, de factories et la transformation par l'adoption, l'upskilling et ce qu'on appelle l'IA pour tous. Nous sommes aux bons endroits, nous en avons la conviction et ce marché est porteur et on voit que la part de ce business dans notre chiffre d'affaires augmente. Il était de 4% il y a 2 ans, 8% l'année dernière et nous allons probablement terminer autour de 14% cette année. Donc c'est significatif. Nous en sommes au début, nos clients aussi et donc il y a encore beaucoup de choses qui nous attendent. Nos clients vont devoir de plus en plus investir dans le passage à l'échelle. Ils vont devoir faire mouvoir leur operating model et notamment faire émerger des lignes business qu'on va appeler AI First et se transformer en profondeur grâce au déploiement d'agents autonomes à l'échelle. Et on va voir l'émergence d'AI First entreprises à l'image de ce qu'on a pu voir avec les Digital First entreprises. C'est très enthousiasmant pour nous, je l'espère aussi pour vous, mais je vais passer la parole à Pascal pour vous parler de les autres perspectives pour Wavestone, car il n'y a pas que l'IA. Merci Eva pour cet éclairage sur les tendances en matière d'IA. C'est frustrant d'essayer de couvrir en quelques minutes ce qui se passe dans le domaine de l'IA. N'hésitez pas à vous référer effectivement à l'étude l'AI Survey qui est riche d'enseignements, qui montre une évolution impressionnante de l'adoption de l'IA par les grandes entreprises et qui marque pour moi effectivement un tournant en 2025. On est vraiment entré dans l'adoption de l'IA par les entreprises. On a beaucoup parlé de l'IA, des investissements dans l'IA du côté des fournisseurs de technologies. Là maintenant, on passe dans l'usage de l'IA et nous avons l'intention de jouer un rôle de premier plan dans ce mouvement. Je vous propose maintenant d'en venir à nos perspectives pour la fin de l'année 2025-2026 en revenant quelques instants sur les conditions de marché. Vous le savez, 2025, ça a été une année compliquée pour les
les services professionnels en général et en particulier dans le domaine du conseil. Les conditions de marché, depuis le début de l'exercice, ont été beaucoup plus difficiles que ce que nous attendions, même si nous étions assez prudents en début d'exercice. En fait, le Liberation Day a été un impact qui a très fortement perturbé la demande de conseil chez nos clients. L'incertitude a freiné les investissements, elle a conduit à mettre sous pression les demandes de conseil, et ces difficultés se sont étendues à pratiquement l'ensemble des géographies sur lesquelles intervient Wavestone, à l'exception notable de l'Amérique du Nord. Dans de nombreux secteurs d'activité, au premier rang desquels la banque, le transport, l'automobile ou le retail, nous avons vu s'enchaîner des plans de réduction des dépenses, des retards dans le déploiement de certains projets, des transformations reportées sine die, et donc finalement un phénomène qui a touché à la fois un grand nombre de géographies, mais également un grand nombre de secteurs d'activité. Quelques environnements ont été heureusement plus épargnés, l'assurance par exemple, l'énergie, le luxe. Alors le luxe, ça a été finalement ces dernières années une série de stop and go, mais là on est plutôt en ce moment dans une phase de redémarrage de la demande de conseil dans le domaine du luxe, comme le montrait par exemple Carsten tout à l'heure en évoquant certains projets que nous avons signés dans le courant du premier semestre. Et on trouve également au sein du secteur de l'industrie des dynamiques qui peuvent être différentes, mais qui pour certains acteurs ont révélé quand même un certain potentiel de croissance. Au global, donc un premier semestre qui a été marqué par un environnement de marché adverse, mais depuis le début du troisième trimestre, un changement paraît s'opérer, ou je dirais est en train de s'opérer de manière assez nette. Nous observons des signes d'amélioration tangibles. Depuis la fin de l'été, notre pipeline d'opportunités s'est rempli. Des projets qui avaient été reportés pendant plusieurs trimestres se sont finalement lancés. Et la dynamique sur un certain nombre de sujets comme la cybersécurité, le cloud, SAP est en train de s'affirmer. Sans oublier, bien sûr, et peut-être en premier lieu, la dynamique qui est en train de se faire jour sur le sujet de l'intelligence artificielle. Vous avez vu la progression des chiffres qui étaient donc présentés par Eva. On voit que l'IA a capté finalement beaucoup de ressources chez nos clients et a été un moteur finalement de reprise de la demande. On le sent particulièrement depuis la fin de cet été. On voit le nombre de projets et surtout la taille de ces projets augmenter chez nos clients. Nous restons pour autant prudents. Il est un petit peu trop tôt pour extrapoler ces premiers signes positifs pour l'ensemble de l'année 2026. Et je pense qu'il conviendra d'attendre le fait que nous soyons véritablement entrés dans l'année calendaire 2026, après finalement un petit effet de queue de budget qui en ce moment a tendance à constituer une accélération supplémentaire de la demande que nous ressentons. Sur la fin 2025, on voit bien qu'il y a un certain nombre de clients qui avaient fait des économies sur leur budget, qui sont en train de consommer ce budget. Une fois que cet effet court terme sera dissipé, on pourra mieux juger de la poursuite et de la force de cette tendance positive sur les trimestres à venir. Dans ce contexte, notre ligne de conduite est guidée à court terme par trois priorités. Tout d'abord, nous souhaitons améliorer rapidement notre performance opérationnelle. Nous visons une augmentation significative du taux d'utilisation sur le troisième trimestre, en tirant parti de l'environnement plus favorable que je viens d'évoquer et en ne relâchant absolument pas notre effort sur l'action commerciale que nous déployons depuis maintenant plus d'un an. Au contraire, nous maintenons les feux pour être capables de tirer parti de toutes les opportunités nouvelles qui sont en train de se déclencher. Nous nous attelons en outre à gérer le plus efficacement le délicat virage du début de l'année calendaire 2026. Vous savez que ces 2 dernières années, on a eu des débuts d'année calendaire qui étaient assez difficiles, avec un décrochage du taux d'utilisation en début d'année calendaire lié à l'attentisme
de nos clients. On est susceptible de connaître le même phénomène au début de l'année 2026, mais notre enjeu, c'est de limiter au maximum ce trou d'air de début janvier en sécurisant les commandes des nombreuses missions qui ont vocation à démarrer en 2026 et en optimisant notre plan de charge du 4e trimestre pour être prêt à rapidement engranger de nouvelles opportunités qui sont susceptibles de se déclencher, que nous n'avons pas encore en visibilité, mais qui vont être nécessaires pour arriver à une bonne utilisation de nos ressources dans le courant du 4e trimestre. Enfin, nous augmentons progressivement le rythme de nos recrutements. Depuis le début de l'exercice, nous avons adopté une approche prudente, beaucoup plus prudente que l'année dernière en matière de recrutement. Nous avons même ralenti un petit peu dans le courant du premier semestre face à l'environnement adverse que j'évoquais. Vous avez vu que nos effectifs se sont un petit peu repliés dans le courant du premier semestre. Nous reprenons un rythme de recrutement un petit peu plus soutenu, en commençant par les business units et les géographies qui bénéficient de la meilleure dynamique commerciale. En ce qui concerne nos objectifs annuels, nous, compte tenu de la bonne dynamique du 3e trimestre et malgré les incertitudes du 4e trimestre, nous réaffirmons notre objectif de dégager une croissance organique positive sur l'ensemble de l'exercice 2025-2026. Et nous confirmons notre objectif de dégager une marge opérationnelle récurrente située autour de 13%. Ces objectifs s'entendent à taux de change constant, hors nouvelle acquisition, mais en ce qui concerne la rentabilité, ils intègrent désormais Weevoo. Voilà donc les commentaires que nous souhaitions apporter sur nos résultats financiers et nos perspectives. Et je vous donne rendez-vous au début du mois de février pour la présentation du chiffre d'affaires du 3e trimestre. Nous pourrons à ce moment-là donner un éclairage plus précis sur la tendance du marché que nous voyons pour 2026. Bonne journée à tous.